Eh bien, merci pour cette introduction. Je suis très content d'être là avec vous ce soir, donc pour parler de ce sujet du numérique. Je pense que le timing est bon parce que effectivement, on a vu ces dernières années pas mal de nouvelles, on va dire, nouvelles technologies que nous a présentées comme une révolution. Donc, on a cité ChatGPT qui est la plus récente, mais avant ça, on avait le blog, on avait le métavers, on avait le Web 3, on avait la blockchain, on avait tous ces on va dire, tous ces nouveautés. Ne comptez pas sur moi ce soir pour vous expliquer que ChatGPT est l'avenir et que si vous ne l'utilisez pas, vous êtes déjà on va dire, en danger. C'est faux. D'accord ? Ce qu'on va essayer ce soir, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces innovations soi-disant spectaculaires, disruptives, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Essayez surtout de prendre du recul par rapport à on va dire, à toutes ces nouveautés et de lire entre les lignes pour se concentrer sur vraiment ce qui est important pour votre entreprise et pour vous. Donc au final, quels sont les sujets, quels sont les défis que vous devez relever, quels sont les sujets que vous devez aborder. Sinon, je suis Frédéric Cavazza, ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu du numérique. En 25 ans, j'en ai vu des choses, je peux vous le garantir. J'en ai vu on va dire des révolutions technologiques, des innovations, des nouveautés, des effets waouh. Il faut dire que ces dernières années, quand même, on est particulièrement gâtés. Et là, sur les dernières semaines, on va encore plus loin avec cette histoire de ChatGPT. Je suis très très embêté parce que j'ai une zapette qui ne fonctionne pas. C'est une technologie très low cost. Voilà, je suis là pour vous parler de l'avenir et j'ai beaucoup de mal avec ce truc. C'est terrible. Est-ce qu'en région, on peut me trouver une solution par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok, bon. Ils sont en train de chercher, c'est pas grave. En fait, ce que l'on a pu constater sur les dernières semaines, c'est qu'effectivement, on a cette histoire de ChatGPT qui arrive. ChatGPT, c'est vraiment la nouvelle coqueluche des médias, celle qu'on nous présente comme, on va dire, une innovation, on va dire, spectaculaire que l'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. Et comme si ça ne suffisait pas, cette nuit, ils ont présenté une nouvelle version qui est GPT-4 et qui est vraiment celle qui, on va dire, est censée remplacer la précédente et à nouveau tout changer. Si vous voulez, c'est un peu l'effet iPhone où Apple, tous les ans, nous disait il y a un nouvel iPhone, it changed everything, donc effectivement, ça change tout. Ils sont en train de nous faire la même chose aujourd'hui avec GPT. Voilà, tous les 2 ans, on a une nouvelle version et à chaque fois, ça change la donne. C'est la révolution, on n'a jamais vu ça. Et surtout, ça éclipse tous les sujets qui étaient là avant. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, à peine quelques mois, on parlait encore du métavers, on parlait encore du Web 3, on parlait de confidentialité. Tous ces sujets-là, ils sont balayés. Maintenant, il n'y en a plus que pour ChatGPT. Voilà, c'est l'avenir. On n'a jamais vu ça, c'est, on va dire, dans toute l'histoire de l'humanité, quelque chose de révolutionnaire. Révolutionnaire? Pas forcément. Le premier argument que l'on vous met en face, c'est de dire « Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu une adoption aussi rapide. Regardez, en 2 mois, blam, 100 millions d'utilisateurs, on n'a jamais vu ça. » Si, on l'a déjà vu, on a déjà même vu mieux. Qui se souvient de Pokémon Go ? En moins de 3 semaines, ils ont dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Donc déjà là, on se dit, tiens, ce discours est étrange. On a une espèce d'amnésie généralisée. Soit c'est une fascination autour de l'intelligence artificielle qui nous fait oublier le passé, mais en tout cas, on a déjà vu ça avant, une adoption rapide. D'autant plus qu'aujourd'hui, la vitesse d'adoption de ChatGPT, elle est ralentie parce qu'il y a des infrastructures techniques qu'il faut faire tourner derrière pour pouvoir servir tous les utilisateurs. Et ma foi, ils sont en train de monter en puissance, mais on n'y est pas encore. Donc, le coup de « on n'a jamais vu une adoption aussi rapide dans l'histoire de l'humanité », c'est faux. On a déjà même vu plus rapide. On a également autre chose qui est en ligne de compte, c'est qu'on nous dit aujourd'hui, ça va révolutionner l'informatique. Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vraiment la plus grande invention depuis l'invention de l'informatique en elle-même. Souvenez-vous qu'on nous a déjà fait le coup auparavant. On nous avait fait le coup avec le Web 3, on nous a fait le coup avec les crypto-monnaies, on nous a fait le coup avec les métavers. Donc ça commence à faire beaucoup d'innovations disruptives qu'on nous jette comme ça, voilà, à la figure en disant voilà, à vous d'adopter ça, sinon vous serez des ringards et vous serez en faillite au bout de 6 mois.
L'histoire nous a montré que ce n'est pas si simple, qu'effectivement, derrière chaque innovation technologique, il y a un potentiel avec des réels usages. Par contre, que le passage à l'échelle, on parle de l'échelle industrielle, donc plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, ça ne se fait pas si simplement. Donc on a des défis, on a des complications. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les plus gros promoteurs des modèles génératifs comme ChatGPT sont ceux qui l'exploitent. Donc là, en l'espace de 3 semaines, on a vu des très grandes sociétés technologiques comme Microsoft, Snapchat, Slack, Discord, Salesforce, qui tous intègrent maintenant ChatGPT en vous disant bah là, c'est la révolution. Ce qui est surprenant parce que rien que Salesforce, ils avaient déjà une intelligence artificielle à eux qui s'appelle Einstein. Du jour au lendemain, ça n'existe plus, il n'y en a plus que pour ChatGPT. Donc, on est dans une espèce de délire collectif où mettre un petit logo de ChatGPT dans sa solution, c'est une preuve de qualité. Un peu comme le Intel Inside à l'époque. J'imagine que vous avez connu ça. Voilà. Il suffisait de coller un petit sticker sur son ordinateur, Intel Inside, pour dire que l'ordinateur était de qualité et qu'il vous apportait de la puissance et ainsi de suite. Bah là, c'est pareil. On a trouvé un nouveau logo qui est le ChatGPT. Voilà, c'est un synonyme de puissance. Quelque part, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que voilà, Homo sapiens s'est trouvé un nouveau gourdin et il est en train de chercher des choses pour taper dessus avec, parce que voilà, on n'est pas en train de chercher des usages par rapport à ce truc-là. Ce qui est certain, c'est que le potentiel est là, oui. Est-ce que révolution il y aura ? Il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir avant que ça se fasse. Donc là, très clairement, on est sur un phénomène d'emballement médiatique. Moi, j'appelle ça la BFMisation. C'est parce que voilà, on est dans une espèce de délire où on essaye de rechercher la breaking news, où on nous annonce de la disruption à tout va, un peu comme sur BFM. Voilà, tous les jours, il faut trouver un sujet grave qui déchaîne les passions. Voilà, dernièrement, c'est ChatGPT. Ce que je vous propose, c'est qu'on va refermer la page de ChatGPT, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà, et commencer à prendre un petit peu de recul vis-à-vis de toutes ces technologies numériques, et plus généralement vis-à-vis de la transformation digitale, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est. On va essayer de casser des mythes, déjà. Par rapport au modèle génératif, et par rapport à ce fameux GPT-4, c'est l'innovation de l'année. Voilà. Dans la Silicon Valley, ils sont trop forts, ils ont encore innové. En fait, non. Non, parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est le résultat de 80 ans de travaux. D'accord ? Ça a commencé dans les années 40. En fait, la société qui est derrière GPT, qui s'appelle OpenAI, c'est simplement des petits malins qui ont récupéré les innovations des autres pour en faire un produit qu'ils ont mis gratuitement à disposition du grand public. Elle est là, la réelle innovation. Sinon, on est vraiment au bout d'une longue série d'innovations qui s'étale sur 80 ans. 80 ans, vous imaginez ? Aucun de vous n'était né quand on a commencé les travaux sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est dire que le coût de l'innovation qui arrive du jour au lendemain, c'est pas vraiment ça. Nous avons ensuite ce sempiternel débat qui revient sur « Ah, vous allez voir, avec l'intelligence artificielle, tout le monde va être au chômage, c'est l'ère de domination des robots. » Ah, mais détendons-nous, ça fait 60 ans qu'ils sont là, les robots. Vous savez, les premiers robots, ils ont été introduits en 1960 chez General Motors. À l'époque, c'était pour, on va dire, réduire l'exposition au risque des manutentionnaires, parce qu'ils avaient des grosses machines, ils risquaient de se coincer la main, le bras, et ainsi de suite. Donc, l'idée derrière l'introduction des robots, c'était de leur éviter de manipuler eux-mêmes et de le faire par d'autres. Donc, vraiment, ce débat sur « Ah, vous allez voir, les métiers vont disparaître, ça va être la révolution du jour au lendemain », non, il n'y a pas de révolution du jour au lendemain. Ça fait 60 ans qu'on nous promet, on va dire, une révolution tectonique. Ce qu'on constate, c'est une longue évolution. D'autant plus que on est en France dans une économie qui repose principalement sur les services. C'est ce que vous pouvez voir sur le diagramme. Presque 70% de notre PIB aujourd'hui repose sur les services. De nous dire que grâce à ChatGPT, on va pouvoir générer des emails et ça va remplacer des salariés, je ne sais pas, est-ce que vous avez des salariés dont le boulot est de juste rédiger des emails ? Non, vous avez des commerciaux, vous avez des responsables de clientèle, vous avez des comptables, vous avez tout un tas de fonctions, en fait. Effectivement, ils se servent de l'email comme d'un outil, mais ce n'est pas ça leur boulot. Donc le fait d'avoir des IA capables de générer des emails ou des messages, ça ne va pas changer notre quotidien. Ça va peut-être nous aider,
sous certaines conditions, mais ça ne va pas tout changer. Donc très clairement, on n'est pas non plus dans cette histoire de, on va dire, remplacer des salariés du jour au lendemain. Et encore une fois, je le répète, souvenez-vous que tous les ans, on nous fait le coup de l'innovation disruptive. Donc, en 2023, ce sont les IA génératives. En 2022, c'était le métavers. En 2021, c'était le Web 3. Avant ça, on a eu le no-code, on a eu l'informatique quantique, on a eu le deep learning, on a eu les assistants vocaux. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas pour vous, mais bon, moi, je commence à avoir un peu cette impression de déjà-vu quand on nous annonce une révolution, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, on se rend compte qu'effectivement, il y a un progrès technologique qui est manifeste, oui, pas de problème, mais que le passage à grande échelle est un petit peu plus compliqué, parce qu'on se heurte à des considérations qui sont autres que technologiques. Et c'est très certainement ça que vous devez retenir par rapport à ces histoires d'IA générative et de chat GPT, c'est que le fond du problème, il n'est pas technologique, d'accord? On est sur des considérations qui sont autres. Et pour pouvoir bien apprécier cette histoire de chat GPT et où est-ce que ça va, il suffit de se retourner et de voir ce qu'il en a été pour d'autres innovations. Prenons un premier exemple avec la correction orthographique. Au début, c'était une innovation technologique. Ils en ont fait des logiciels qui étaient, on va dire, à acheter. Puis, ils ont intégré ça dans d'autres logiciels. C'est devenu des fonctionnalités. Et au final, aujourd'hui, c'est un prérequis. C'est-à-dire que la correction orthographique, on la retrouve partout. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on attend par défaut. Ça, c'est une façon, on va dire, c'est un scénario d'évolution possible qui risque d'arriver avec les IA génératives. L'autre scénario, c'est celui de l'impression 3D. Souvenez-vous, à l'époque où c'est sorti, on nous disait oh, « c'est la révolution, on n'a jamais vu ça de la vie, on va démonter les usines, chacun va être sa propre usine ». Au final, ça a été plus compliqué que ça. Non pas pour un point de vue purement technologique, mais plutôt pour des considérations, déjà dans un premier temps, commerciales, dans la mesure où vous ne pouvez pas vendre ce que vous produisez en 3D, d'accord, ce que vous imprimez en 3D, vous ne pouvez pas le vendre directement. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « Ah bah tiens, il y a des petites figurines qui sont vendues 15 € l'unité, je vais les imprimer moi-même et je vais les vendre. » Non, vous n'avez pas le droit de faire ça, enfin. Il y a des propriétés intellectuelles on va dire, à respecter, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a également des considérations juridiques. Terminer le coup de se faire arnaquer par le réparateur de machines à laver ou par le garagiste, je vais imprimer moi-même mes pièces détachées et je vais les remplacer moi-même. Oui, vous pouvez faire ça. Par contre, vous ferez sauter la garantie constructeur. Donc votre machine à laver ou votre voiture, ça sera votre problème si elle tombe en panne. Et enfin, on a des considérations éthiques, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui s'amusent à imprimer des armes avec leur imprimante 3D, voilà, des armes intraçables. Il faudrait bloquer les plans des armes en 3D. Oh là là, ça devient compliqué là, effectivement. Je vous l'accorde. C'est très certainement ce scénario qui va être suivi avec ChatGPT. D'une part parce qu'on a des considérations, on va dire, des problématiques commerciales, dans la mesure où on ne peut pas vendre ce qui est généré par l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un problème de propriété intellectuelle, notamment sur les données d'entraînement, donc les données qui ont servi à instruire la machine. Il y a également des considérations juridiques, puisque contrairement à Google, qui a un moteur de recherche qui vous fournit des résultats, et après, c'est de votre responsabilité de choisir le résultat, là, la machine vous sort une réponse, donc c'est un éditeur, ce n'est pas un moteur de recherche. Et puis après, il y a des considérations éthiques sur, mais est-ce qu'on a bien envie de laisser, par exemple, des jeunes dialoguer avec un robot qui va leur raconter n'importe quoi, ou qui va avoir l'aplomb de leur sortir des réponses qui potentiellement sont fausses. Donc vraiment, ne croyez pas ce que vous lisez dans les médias. Voilà, c'est pas la première fois qu'on nous annonce une révolution disruptive, qui va tout changer du jour au lendemain. Je veux pas vous spoiler, mais il n'y aura pas de changement du jour au lendemain, d'accord? On va avoir une évolution qui sera graduelle, qui va dépendre d'un certain nombre de conditions. Maintenant qu'on a fait le point sur cette histoire de ChatGPT, voilà, qu'on s'est un petit peu calmé par rapport à la frénésie de cette semaine ou de ce mois-ci, peut-être qu'il est temps de prendre un petit peu de recul et de remonter d'un niveau et de parler de transformation digitale et de où est-ce qu'on en est avec cette histoire d'Internet. Parce que l'air de rien, ça fait 30 ans que ça existe.
Et en 30 ans, on a connu différentes, on va dire, phases ou stades d'évolution. Notamment avec la généralisation de l'ordinateur, avec le Web 1, ensuite avec la généralisation des smartphones, le Web 2. Aujourd'hui, ils essaient de nous imposer le Web 3 avec la généralisation des wallets, donc des portefeuilles électroniques. Je pense qu'il faut que, on ne va pas s'amuser à détailler ce tableau, mais ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est qu'on n'est pas forcément dans une logique séquentielle, avec le Web 2 qui remplace le Web 1 et le Web 3 qui remplace le Web 2, mais on est dans une longue évolution des technologies et des usages. On a encore des portails, on a encore des ordinateurs, tout comme on a des smartphones, tout comme on a les médias sociaux, tout comme on a aujourd'hui le métavers. Donc on est sur un cumul des usages avec des utilisateurs qui vont utiliser l'un ou l'autre en fonction de leurs besoins. On n'est pas dans une mécanique de remplacement. Si l'on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qui s'est passé avec le Web 1 ? Avec le Web 1, on a connecté tous les ordinateurs du monde, d'accord, à travers un réseau mondial, l'Internet, voilà, Internetwork. Ça a permis de généraliser les emails, ça a permis de généraliser les sites et les portails, ça a permis également de généraliser les boutiques en ligne. Tout ceci nous a amené à faire de la désintermédiation, donc notamment la distribution directe de l'information ou la vente en direct de produits. Ça existe encore et ça fonctionne très bien, on ne le remet pas en cause. Nous avons eu ensuite le Web 2, avec notamment la généralisation des smartphones qui ont permis de connecter tous les êtres humains. Il y a presque 5 milliards aujourd'hui de smartphones en activité, donc ça fait 5 milliards sur 8 milliards d'individus. C'est une très très grosse partie de la population mondiale aujourd'hui qui est connectée grâce aux smartphones. Ça a permis de libéraliser notamment la communication et l'information à travers les médias sociaux. Ça a généré beaucoup plus de données puisque vous avez 5 milliards d'utilisateurs quotidiens, d'où les big data, et ça a nécessité des infrastructures technologiques adéquates, d'où le cloud computing. Donc tout ceci n'est possible à une si grande échelle que si ce sont des grandes sociétés qui les prennent en charge, d'où l'avènement des big tech, donc des grandes sociétés technologiques comme Google, Microsoft, Amazon, Apple et ainsi de suite. Et ce principe de réintermédiation, c'est qu'à la base, tout le monde pouvait lancer son site web, tout le monde pouvait lancer sa petite boutique en ligne. Aujourd'hui, tout ça s'est agrégé. On a des fournisseurs d'informations que sont les grandes plateformes sociales, Facebook. On a des gigantesques places de marché, comme Amazon. On a des points de contact obligatoires vers les sites web, que sont les moteurs de recherche, voilà, Google. Donc ce principe de réintermédiation, on replace en fait un intermédiaire entre les utilisateurs et les contenus et services. Plus récemment, on a vu arriver le Web 3. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une explication détaillée sur ce que c'est que le Web 3. Je pense que le plus simple pour le décrire, c'est de dire que le plus petit dénominateur commun, c'est la blockchain, donc cette technologie qui sert à faire des bases de données distribuées. L'idée étant que plutôt que d'avoir des bases de données centralisées où les données sont dans des tableaux, là on a des données qui sont dans un registre, ligne après l'autre, et chaque utilisateur a une copie du registre. C'est ça la blockchain. À partir de là, une fois qu'on a une blockchain qui est déployée, on a tout un tas d'usages financiers, notamment les crypto-monnaies, les stablecoins. On a tout un tas d'usages applicatifs avec les jetons numériques, avec les applications distribuées. Et on a tout un tas d'usages virtuels, notamment avec les avatars, le métavers et les NFT, donc les certificats de propriété. L'idée étant que ce qu'on essaye de faire avec le Web 3, c'est de revenir aux fondamentaux du web, donc le premier web, celui qui était décentralisé déjà, puisque chacun pouvait lancer son site web, chacun pouvait se lancer. Il n'y avait pas ces grandes plateformes, ces big tech qui étaient là. C'est ce qu'ils essayent de faire avec le Web 3, une espèce de décentralisation, de déplatformisation. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on a besoin d'expliquer aux utilisateurs ce que c'est que la blockchain, on a besoin de les aider à créer un portefeuille numérique, un wallet, donc c'est pas si simple.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, on passe par différentes grandes stades de maturation. Aujourd'hui, je dirais qu'on est bloqué dans le Web 2, parce que le Web 3, très clairement, ce n'est pas prêt pour le grand public, ce n'est pas prêt non plus pour les entreprises, parce que c'est quand même très complexe. Et il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir avant d'en avoir le bénéfice. Ce qui est certain, c'est que Web 1, 2 ou 3, de toute façon, il y aura Web. Nous sommes aujourd'hui dans une civilisation numérique, d'accord? Le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Un quotidien qui change, hein, puisque, comme on l'a vu dans le petit film, voilà, c'est un monde en mouvement, en changement. Et quel que soit le mouvement, donc la direction dans laquelle on aille, quel que soit le changement, de toute façon, il y aura du numérique dedans. Voilà pourquoi le numérique est un des 9 piliers du Conseil national de la refondation. Rendez-vous compte, c'est pas rien quand même. Le gouvernement français place le numérique au même niveau que l'éducation, la santé, le logement et ainsi de suite. Donc c'est dire si le numérique il occupe une part importante dans on va dire l'activité quotidienne des Français. Le numérique, c'est accessoirement l'essentiel de la croissance aujourd'hui. Quand on regarde les statistiques des prévisions de croissance du secteur ou même de la contribution du numérique à la croissance du PIB, il n'y a pas photo. Quoi qu'il arrive, ça se passera grâce au numérique. Voilà pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui. Je suis très content d'ouvrir l'année 2023, donc la première des 3 rencontres Tilt Vendée sur ce sujet du numérique, parce que ce sujet, vraiment, il est central. Le numérique, c'est la clé de la croissance durable. On ne va pas rouvrir les usines, on ne va pas recommencer à rouvrir les mines de charbon. Ce n'est pas ça qui amènera la croissance en France. C'est vraiment à travers le numérique, les usages, les technologies, les pratiques, qu'on va réussir à retrouver de la croissance. Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer, de ne pas s'affoler avec la dernière technologie qu'on essaye de nous refourguer, comme ChatGPT, et surtout de prendre conscience de l'impact de la généralisation du numérique dans notre société. Que ça soit dans nos modes de consommation, que ça soit dans le travail au quotidien, que ça soit dans l'éducation. Voilà, le numérique, il est omniprésent. Que vous le reconnaissiez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous trouvez ça bien ou mal, peu importe, c'est en train de se passer. Donc vraiment, le numérique, c'est un sujet prépondérant. À une époque, on nous disait « il vous faut un Chief Transformation Officer pour vous aider dans votre transformation digitale, mais rassurez-vous, il sera là 1 an ou 2, puis après, voilà. Une fois que votre transformation elle est faite, c'est bon, vous serez tranquille. » Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vraiment, on est sur une logique d'évolution permanente des technologies, des usages, et il n'y a pas de avant-après. On est sur une logique vraiment de transformation continue, perpétuelle. Une transformation qui est rapide, très rapide, peut-être trop rapide, qui fait que parfois, ça dérape. Parfois, on a des utilisateurs qui ne sont pas prêts, on a des entreprises qui ne sont pas prêtes, et on en arrive à des dérives ou à des écueils qui sont bien malheureux. Donc c'est important également de montrer du doigt ce genre de choses. Encore une fois, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de refaire l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 30 ou 40 dernières années? Déjà, dans les années 90, on a généralisé l'ordinateur, notamment sur le lieu de travail. Ça, c'est ce qui a amené un peu plus de productivité dans la mesure où on a fait disparaître une grande partie du papier. Plus d'ordinateurs ne changera pas la donne, parce qu'aujourd'hui, on a équipé tous ceux qui devaient être équipés. C'est fait. Nous avons ensuite généralisé la connexion Internet à haut débit, notamment grâce à la DSL. Ça a permis de donner accès à l'ensemble de la population, donc les foyers et les entreprises, à une infinité de contenus et services. On a eu la DSL, maintenant on a la fibre, c'est un petit peu plus rapide. Plus de bandes passantes ne changera pas la donne. Tous ceux qui devaient être équipés l'ont été. Il y a encore des zones blanches en France, mais ce n'est pas la question. Je crois que c'est 95% de la population aujourd'hui qui a accès à du très haut débit à travers la fibre ou la DSL. Plus de connexion ne changera pas la donne. Ça, c'est fait. Tant mieux. On a connu ensuite l'arrivée des smartphones. D'accord ? Donc aujourd'hui, on pense que c'est 90-95% des adultes qui sont équipés en smartphone. Donc les smartphones sont très intéressants parce que ça permet en fait d'amener tous ces contenus et services
partout, d'emmener tout ça partout, tout le temps avec nous. Donc ça a apporté beaucoup de praticité. Plus de smartphones ne changera pas la donne, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on est à 95%, donc c'est pas ça qui va changer. Qu'est-ce qu'on a vu plus récemment? On a vu l'arrivée massive des assistants numériques, notamment à travers les enceintes connectées ou les oreillettes connectées. C'est très intéressant, ces assistants numériques, parce que plutôt que de devoir lancer un logiciel sur son ordinateur ou lancer une application sur son smartphone, il suffit de verbaliser un besoin, donc de le dire à voix haute, et la machine va l'exécuter. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on a des utilisateurs qui se sont amusés avec leur enceinte connectée ou avec leurs oreillettes connectées, mais sans plus. Donc, ils ont appris à assimiler les fonctions basiques, mais ça ne va pas au-delà. Donc là, on commence à ralentir en termes d'adoption. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 ou 20% des foyers en France qui sont équipés d'une enceinte connectée, pas plus, parce que ça plafonne. La prochaine étape, en théorie, ça sera la réalité mixte, donc soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle. Le but recherché, là, ça sera d'amener de l'immersion, donc d'introduire une troisième dimension, là où avant on était en 2 dimensions avec les écrans, voire 0 dimension quand voilà, on a du son. Donc là, voilà, on va être immergé dans un environnement 3D immersif. Problème, ça fout la gerbe. Je ne sais pas si vous avez essayé les masques, mais assez rapidement, on a mal au cœur. Donc là, encore une fois, je ne vois pas dans quelle mesure on va pouvoir généraliser ce genre de choses, parce que ce n'est pas encore, on va dire, non pas que ce n'est pas au point, mais il nous faudrait du matériel beaucoup plus puissant, et là, on se heurte à des considérations purement techniques et économiques, parce que ça coûte. Donc effectivement, là encore une fois, on a à peine absorbé, si vous voulez, le cap des enceintes connectées, des oreillettes connectées avec les assistants, qu'on essaye de nous refourguer la réalité virtuelle, waouh, ou la réalité augmentée, alors qu'elle n'existe pas encore. Hein. Il y a une rumeur de lunettes de réalité augmentée chez Apple qui arriverait d'ici la fin de l'année. Cette rumeur n'a jamais été confirmée. Donc là, on se dit, peut-être qu'on va un petit peu trop vite, peut-être qu'on essaye de griller les étapes, parce que celle d'avant, déjà... on voit qu'elle est en train de s'essouffler. Donc ça nous donne peut-être une bonne indication du fait que le rythme d'adoption qu'on essaye d'imposer au marché, il est trop élevé, effectivement. Ça va trop vite, le marché n'a pas le temps d'assimiler, on va dire, les étapes précédentes qu'on essaie de nous forcer à adopter la suivante. Je ne pense pas que ça se fasse comme ça. D'accord ? Là, vraiment, on va avoir des difficultés. D'autant plus que plus on accélère le rythme d'adoption, plus on adopte des mauvais réflexes ou des usages, on va dire, dérivés. Souvenez-vous, quand on a introduit l'email ou l'intranet, on nous a promis beaucoup plus d'efficacité dans la communication, on nous a promis de nous libérer de toute contrainte pour partager de l'information sur l'intranet. Voilà. Aujourd'hui, les emails, ça nous pourrit le quotidien parce qu'on passe nos journées à essayer de répondre à tout ça. Et quant à l'intranet, plus personne l'alimente parce que de toute façon, personne ne le lit. Donc, au final, peut-être qu'on a essayé de forcer l'adoption de ce genre de choses et aujourd'hui, très clairement, on n'y est pas. Pareil pour les smartphones. On nous a dit, mais les smartphones, c'est génial, on va pouvoir emporter nos applications avec nous. Voilà, au final, c'est ce qu'on fait. On emporte nos applications, nos emails avec nous le soir, le week-end, ils nous suivent. Et on a des problèmes de harcèlement professionnel. Donc là, encore une fois, on n'a pas mis les garde-fous et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Avec les médias sociaux, c'est la même chose. On nous a dit, mais regardez, il y a 10 ans, le printemps arabe, génial, on a fait la révolution, on a renversé les dictateurs. C'est quel dictateur qui a été renversé par TikTok? Excusez-moi, j'ai du mal à me souvenir. À part de voir des jeunes filles en short qui dansent dans leur chambre, je ne vois pas bien ce qu'on essaie de faire. Donc là, encore une fois, on a laissé les médias sociaux s'installer dans notre quotidien. Aujourd'hui, on constate que les jeunes sont esclaves de ces médias sociaux parce qu'ils se soucient de leur image, ils doivent publier des contenus, ils doivent récolter des likes, donc avoir, on va dire, l'adhésion de leur entourage. Est-ce qu'ils n'apportent pas plus de complications que de bénéfices, ces médias sociaux? Peut-être. Peut-être parce que on a forcé l'adoption. Je ne parle même pas
des logiciels en ligne ou des outils de visioconférence, et j'imagine que ça, c'est bon, le coup du Zoom Hell, donc cette overdose de visioconférence, vous devez le connaître. C'est la même chose, on a forcé l'adoption d'un nouvel outil, et aujourd'hui on en a tellement abusé que oh là là, c'est bon, stop, on arrête là. Donc très clairement, aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire pour comprendre les dangers d'une adoption trop rapide, pour comprendre les dérives qui s'installent petit à petit si on n'accompagne pas les collaborateurs, les usagers, et si on ne met pas de garde-fous. Ça, ce sont des indications très très précieuses, ce sont des signaux que nous devons lire, d'autant plus aujourd'hui qu'on nous annonce la révolution des IA génératives, voilà, GPT-4 et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment important qu'on prenne un petit peu de recul pour essayer de comprendre et assimiler ce qui nous arrive et surtout de bien vivre avec. Est-ce qu'on est esclave des technologies? Ça dépend, faut voir, c'est toute une question de perception. Soit vous vous dites, bah, je suis comme un hamster dans sa roue, voilà, je tourne en rond, ou alors je suis un Shadok, voilà, on me demande de pomper toujours plus vite. Soit vous vous dites, non, moi je suis un cyborg, c'est-à-dire que je suis un être humain dont les capacités sont augmentées grâce aux machines. C'est ce que l'on voit notamment dans l'industrie, avec ces lunettes de réalité augmentée qui permettent de faire notamment de la maintenance sur des machines ou de la manipulation sur des machines sans avoir à se trimballer un classeur de documentation technique. On le voit également avec les exosquelettes. Là, par exemple, vous avez un ouvrier dans la rue qui étale du goudron avec un bras pneumatique. Voilà, tout ça, encore une fois, c'est une question de perception. Si on force l'adoption des nouvelles technologies, des nouveaux usages numériques, d'une part, on risque d'avoir des usages dérivés, d'autre part, on risque d'avoir une perception, on va dire, qui n'est pas la bonne. Avec le fait notamment de se dire, ben voilà, je suis devenu un Shadok, on me demande de pomper plus vite, j'ai rien demandé. On peut voir le verre à moitié vide, ou on peut voir le verre à moitié plein. Ben voilà, avec un bon usage et un bon encadrement, j'arrive à avoir plus de productivité, moins de pénibilité, notamment pour voilà, ce que l'on voit sur ces images. Et c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre, arriver à accepter le fait qu'on vive aujourd'hui en binôme avec une machine, le fait que nous sommes tous des cyborgs. Si je vous retire votre ordinateur, votre téléphone, vous êtes perdu, vous ne savez plus rien faire. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit au XXIe siècle. Il faut juste l'intégrer, l'accepter pour bien le vivre. Ce qui est certain, c'est que on est plutôt dans une bonne disposition aujourd'hui. D'accord ? Autant, dans les années 2010, on était dans une phase d'accélération, notamment avec la généralisation des smartphones. Vraiment, la transformation digitale, ça servait à aller toujours plus vite, donc compresser l'espace et le temps. Voilà, on a vu la livraison des repas, on a vu la livraison le jour même. Ça servait également à minimiser l'humain. Voilà, on n'a plus besoin des humains, maintenant on va tout automatiser. Donc vraiment, autant dans les années 2010, la transformation digitale, c'était cette optique-là, aller toujours plus vite, faire toujours plus, moins d'humains, parce que l'humain, ça ne sert à rien, l'humain, ça tombe malade, ça râle, tout ça, donc voilà, on va s'en passer. On est aujourd'hui dans les années 2020, on a pris un petit peu de distance par rapport à ça, notamment grâce ou à cause du virus. Aujourd'hui, la transformation digitale, ça sert plutôt à limiter l'impact, donc dans quelle mesure je peux éviter des déplacements, dans quelle mesure je peux limiter ma consommation de ressources, notamment grâce au numérique responsable, ce qui est plutôt une bonne chose. Et la transformation digitale, ça sert également à augmenter l'humain. Donc soit l'aider à faire moins d'erreurs, à être plus performant, soit à diminuer la pénibilité, notamment en automatisant certaines tâches. Donc, autant, encore une fois, dans les années 2010, on n'a pas forcément abordé la transformation digitale dans de bonnes conditions, pour de bonnes, on va dire, de bonnes raisons. Autant là, ça va un petit peu mieux parce qu'on sait prendre un petit peu de recul. Ce qui est certain, c'est que dans la frise, on va dire, d'adoption du numérique, l'irruption du numérique, on l'a connue, la phase de transformation, enfin, on l'a connue dans les années 90, la phase de transformation, on l'a connue dans les années 2000, la phase d'accélération, on l'a connue dans les années de 2010. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de rationalisation,
Donc, essayer de faire mieux avec moins, voire de responsabilisation, donc d'adopter plus des postures de sobriété numérique. Ça, c'est important. Voilà où on en est aujourd'hui dans la transformation digitale. Comment est-ce que ça se traduit concrètement pour tout ce tissu socio-économique, pour les PME, pour les ETI et ainsi de suite? Ça serait compliqué de répondre à cette question parce que chaque entreprise est différente, chaque secteur est différent. En revanche, il n'y a aucune entreprise, quelle que soit sa taille, il n'y a aucun secteur d'activité où on envisage un repli des usages numériques. Donc, quel que soit le scénario, la taille de l'entreprise, sa configuration, son secteur d'activité, plus on avance dans le temps, plus on intensifie l'utilisation du numérique. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez accepter et intégrer. Le numérique ne va pas disparaître. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut sous-traiter. Ce n'est pas un truc... Bon, allez, tiens, allez, le trimestre prochain, on lance un grand chantier de transfo digital. Comme ça, après, on aura la paix, on pourra se concentrer sur le vrai business. Non, le numérique, c'est votre vrai business. Il est essentiel que vous ayez un référent numérique dans votre COMEX parce qu'il ne va pas disparaître, parce que le numérique, c'est ce qui fait battre le cœur de l'entreprise et des organisations. Encore une fois, ça serait trop long et compliqué de faire des généralités là-dessus. Ce qui est certain, c'est que, quel que soit le scénario, on va vers une intensification des usages numériques. Donc vraiment, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la transformation digitale? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on y est enfin? Non, non, on n'y sera jamais. Votre transformation numérique, elle a commencé avec votre premier site web, elle a commencé avec vos premiers systèmes de messagerie et elle finira jamais, puisqu'on est sur un principe d'évolution perpétuelle des usages, des pratiques, des technologies. Il n'y aura jamais de fin, d'accord? Il n'y aura jamais de retour à la... Tout comme il n'y aura jamais de retour à la normale, il n'y aura jamais de retour à travailler à l'ancienne. Ça n'existe pas, ça. On va vraiment vers une intensification des usages numériques. Donc, encore une fois, que vous pensiez que ça soit une bonne chose ou pas, que vous soyez pour ou contre, de toute façon, le numérique est là, il ne va pas s'en aller. Tous ces usages, toutes ces pratiques, toutes ces technologies, il va falloir les intégrer et il va falloir faire avec. C'est un impératif. Voilà pourquoi, on va dire, le numérique, c'est un sujet qui a sa place dans les comités de direction. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il vous faut un spécialiste ChatGPT dans votre COMEX? Non, je vous ai expliqué, ChatGPT, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il faut, c'est avoir une réflexion beaucoup plus profonde, avoir une approche qui soit un peu plus apaisée du numérique et surtout, on va dire, commencer par le commencement. Comme j'ai pu vous l'expliquer avant, on est passé par différents stades de maturité des usages numériques et différentes, on va dire, configurations stratégiques autour du numérique. Donc, autant il y a 20 ans, c'était la transformation digitale, voilà, on avait peur de se faire désintermédier, il fallait vite adopter le numérique pour ne pas risquer, on va dire, de perdre des clients. Autant il y a 10 ans, c'était l'accélération numérique, la réintermédiation, attention les GAFA, voilà, Amazon, Google, Facebook, c'est votre concurrent, mais voilà, vous ne l'aviez pas remarqué. Autant là, on est vraiment dans une logique de sobriété numérique. On est dans la permacrise, d'accord? On est dans, on va dire, une optique de résilience. Il faut être capable d'absorber les chocs du quotidien qui arrivent de tous les côtés. On est dans une logique où on va réinternaliser les opérations numériques, où on va se réapproprier le client. Donc voilà, il faut travailler différemment. C'est important de comprendre que voilà, ce que vous pensiez de ce qui doit être fait avec le numérique il y a quelques années, aujourd'hui, l'optique est différente parce que les conditions sont différentes. On est sur un environnement avec des technologies, avec des pratiques, avec des usages qui évoluent en permanence, auxquels il faut s'adapter. Malheureusement, au fil du temps, j'imagine que comme n'importe qui, vous avez beaucoup sous-traité à des agences, à des spécialistes, et que vous vous retrouvez aujourd'hui face à une dette numérique qui est conséquente. La dette numérique, c'est quoi? Un peu comme la dette technique dans l'informatique, c'est l'idée que vous avez accumulé du retard par rapport à ces usages, à ces technologies et à votre capacité à faire vous-même, à intégrer vous-même les activités numériques. Donc pour pouvoir faire ça, on va passer par différentes phases et on va surtout essayer d'aborder différents enjeux.
Le premier enjeu majeur, c'est la maîtrise de la donnée. J'espère bien être pas le premier à vous expliquer que la donnée, elle est importante. Pourquoi? Parce que la donnée, ça permet d'optimiser, on va dire, les opérations. La donnée, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de son client. La donnée, ça permet d'avoir une meilleure marge de manœuvre, d'anticiper et ainsi de suite. Problème, la maîtrise de la donnée, ça passe par des connaissances, ça passe par des compétences, ça passe par des outils. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il y a toute une culture de la donnée qui est à insuffler au niveau de l'entreprise si on veut arriver à, on va dire, déployer des capacités de traitement de la donnée et pas seulement trouver une agence de data analyst ou de recruter un data analyst. Un type tout seul, il ne pourra pas faire la différence. L'idée étant que chaque collaborateur au sein de l'entreprise soit capable de travailler avec la donnée. Ça, c'est la clé. Mais ça passe par une acculturation, essayer de comprendre ce que c'est que la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire avec, essayer d'améliorer la collecte des données, où est-ce qu'on la trouve, comment est-ce qu'on la travaille, essayer d'améliorer également l'interprétation de la donnée, donc quelles sont les méthodes pour extraire du sens, essayer de travailler également avec l'exploitation, comment systématiser l'exploitation de la donnée et mieux décider grâce à la donnée. Pour pouvoir faire ça, il faut de la donnée, ce qui nous amène au second enjeu. Il y a quelque chose de terrible qui est en train d'arriver là en 2023, c'est le blocage des identifiants publicitaires. Que vous soyez sur un ordinateur ou sur un smartphone, vous avez les géants de la technologie comme Apple, comme Google, comme Microsoft, qui bloquent l'accès aux cookies ou aux identifiants publicitaires. Si on ne sait plus reconnaître un utilisateur, un internaute ou un mobinaute, eh ben on est aveugle. Tout ce qu'on a su faire sur ces 20 dernières années, par exemple en matière de ciblage publicitaire, eh ben on ne sait plus le faire. Croyez-le ou non, mais c'est en train d'arriver. Donc ça, c'est un très gros problème. C'est comment je fais aujourd'hui pour retrouver la maîtrise de la donnée si je ne peux même plus la collecter parce que, d'une part, il y a un cadre législatif, on a le RGPD, mais on a tout le reste qui arrive. La nouvelle directive e-privacy, le Digital Service Act, le Digital Marketing Act et ainsi de suite, qui va compliquer la collecte et l'exploitation de la donnée. Et en plus, on a Google, Apple, Microsoft qui bloquent l'accès aux identifiants des internautes. Ça, c'est un vrai gros problème de fond qu'il va falloir travailler, résoudre, sinon vous n'aurez pas accès à la donnée. Donc ça ne sert à rien de dire comment est-ce qu'on peut mieux décider avec la donnée. Vous n'avez pas accès à la donnée. Comment est-ce qu'on fait pour contourner le blocage des identifiants publicitaires? Il existe des technologies, il existe des pratiques, encore faut-il être au courant. Et pour ça, on en arrive à un troisième enjeu qui est celle de la fracture numérique. C'est un gros mot, fracture numérique, on n'ose pas le prononcer, ça fait peur et pourtant c'est une réalité. D'après des statistiques qui sont fournies par le CREDOC, donc qui datent de 2022, qui sont récentes, il n'y a qu'un tiers des salariés qui disent avoir été formés au numérique. Seulement 4% en 2022. Seuls 2 tiers des citoyens ont des compétences élémentaires, c'est-à-dire basiques. 1 tiers n'en a pas. Et pourtant, tous ces gens, ils sont en entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir également aborder. C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui fait mal, la fracture numérique. Pourtant, vous avez des personnes qui souffrent en entreprise parce qu'on appelle ça les éloignés du numérique. Ils savent plus ou moins faire, ils ont peur de mal faire, donc du coup, ils se cachent, ils trouvent des astuces pour ne pas faire. Donc, c'est bien de dire on va piloter grâce à la donnée, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une donnée. 2, il faut pouvoir la collecter. 3, il faut pouvoir la manier, voire manier l'outil informatique. Rien que ça, déjà, c'est pas gagné. Peut-être qu'on peut former les gens, peut-être qu'on peut les aider. Oui, mais ça nous amène au 4e point. La structuration des connaissances. Aujourd'hui, le savoir-faire des entreprises, soit il est dans la tête des collaborateurs, soit il est éparpillé dans des fichiers et des emails. Il n'y a que les humains qui sont capables de l'extraire. Sinon, ce n'est pas possible. Donc là aussi, on a un très gros chantier
de collecte, de structuration et de capitalisation de la connaissance. Sinon, on n'y arrivera pas. Comment on va arriver à faire monter en compétence tous ces gens? On n'y arrivera pas si la connaissance elle est éparpillée à droite et à gauche. Et là, encore une fois, on a un très gros souci parce que on est la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte qu'en fait, la connaissance, le savoir-faire, même les référentiels métiers, ils sont éparpillés dans des systèmes d'information à droite et à gauche. Ah, mais pour pouvoir faire ça, il faut que chacun y mette du sien. Bah oui, mais chacun, aujourd'hui, ils sont occupés, ils sont la tête dans le guidon. Et là, on prend encore plus de recul et on se dit, il faut que chacun se responsabilise pour y mettre du sien. Comment voulez-vous qu'ils se responsabilisent? Tous les matins, on les force à faire l'appel avec une réunion Zoom. On essaye de leur inculquer des méthodes agiles pour qu'ils fassent le coup de la start-up, alors que l'an dernier, on leur disait « Mais non, suis le process, allez, arrête tes conneries, suis le process. » Il faut que je sois agile ou faut savoir. Donc, là, on n'est plus du tout en train de parler d'intelligence artificielle ou de numérique. Là, on est en train de parler de management. C'est qu'on est sur des modèles de management, d'encadrement qui datent du siècle dernier, qui sont hérités de l'époque industrielle. Est-ce que j'en rajoute? Non. C'est qui les enfants des contremaîtres? C'est ceux qui demandent tous les matins une petite réunion d'équipe par Zoom, vite fait, voilà, je fais l'appel, pour être sûr que chacun soit à son poste de travail. C'est quoi l'héritier de l'organisation scientifique du travail? C'est l'ERP et tous ces process rigides qu'on n'arrive pas à assouplir. Alors, on a beau dire, il faut être agile, il faut adopter les méthodes agiles, pas si simple. Pas si simple quand on a des processus qui sont rigides et que plus personne en fait ne maîtrise. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé d'environnement, on n'a même pas parlé d'humain, on n'a même pas parlé de société. Donc là, on remonte encore d'un cran avec cette histoire de RSE et de comment aborder la RSE avec le numérique. Moi, j'y crois beaucoup au développement numérique durable, au fait de dire la numérique n'est pas une solution à tout, simplement c'est une composante avec laquelle il va falloir traiter, qu'il va falloir, on va dire, digérer pour pouvoir trouver l'équilibre. Le fameux équilibre, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les théories sur la RSE et les 3 P, People, Planet, Profit. Donc comment on fait pour trouver l'équilibre entre l'humain, le bénéfice, l'environnement, le tout avec une intensification des usages numériques. Et malheureusement, oui, effectivement, là, on a beaucoup de discussions à avoir et on a tellement de choses à revoir. Donc là, vous avez vu, je vous ai remonté 6 enjeux majeurs. Il n'y en a pas un qui parle d'intelligence artificielle, c'est dire si on est loin, c'est dire si on a du travail à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là ce soir pour en discuter, donc c'est déjà une première très bonne étape. Sachant que le but de la manœuvre, je le répète, c'est pas de faire votre transformation digitale, allez, on se transforme et après on est tranquille. Non, le but, c'est d'adopter une logique d'évolution perpétuelle, d'adaptation. Puisqu'on a une évolution permanente des usages, des technologies, des pratiques, il faut être en capacité d'observer tout ça pour pouvoir adapter son mode de fonctionnement, son offre, optimiser ce qui existe et pouvoir anticiper les prochaines évolutions. Donc c'est un cycle qui se répète. Et c'est ça, en fait, la transformation numérique. C'est ce cycle qui se répète à l'infini. Et donc, l'obligation pour les entreprises de considérer le numérique comme un sujet de référence qui doit être systématiquement abordé en COMEX. Voilà. En conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, je pense qu'il est vraiment essentiel de prendre du recul, ça vous l'aviez compris, par rapport aux innovations disruptives. Voilà, on nous parle aujourd'hui des IA génératives, et vous allez voir, ça va tout changer. Oui, mais on nous avait dit aussi que tout allait changer, notamment avec les véhicules autonomes. En 2023, on devait être au véhicule autonome de stade 5. On est bloqué au stade 3 aujourd'hui parce que c'est pas si simple. D'accord, la conduite autonome, ça ne peut pas se faire comme ça, donc ma foi, on piétine. On nous avait dit, mais maintenant, on a des outils pour connecter tout le monde, notamment avec les accès au débit par satellite. C'est génial, ça va révolutionner. Regardez ce qui se passe en Ukraine, les gens, ils ont accès. Ils ne passent pas par les réseaux télécoms, on va dire, traditionnels. Oui, effectivement, oui. On voit aussi tous les dealers et tous les criminels qui se servent de ces technologies pour faire leur business tranquillou, sans être surveillés. Donc, ça ne se fait pas comme ça.
On nous a parlé aussi récemment des interfaces neuronales. Vous savez, connecter le cerveau à un ordinateur pour pouvoir, on va dire, mesurer les impulsions électriques du cerveau et piloter, on va dire, un ordinateur comme ça, avec des expérimentations notamment qui ont été faites sur des singes. Vous savez ce qui est arrivé aux singes? Ils sont morts. Voilà. Sur 25 singes, il y en a 18 qui sont morts parce que voilà, ça s'est infecté, ils n'ont pas su retirer les implants et ainsi de suite. Donc l'expérimentation est arrêtée. Bref, tout ça pour dire que on a des innovations technologiques qui sont manifestes, qui sont spectaculaires. Oui, très bien. Maintenant, il n'y a pas que des considérations technologiques, d'accord? Il faut vraiment qu'on se méfie de toutes ces promesses parce que tout ce qui peut mal tourner, tourne mal. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. À votre avis, quel est le point commun de tout ça? Qui est le fondateur de la société Tesla, par exemple, qui nous a promis des véhicules électriques? Elon Musk, voilà. Qui est le fondateur de Starlink, la société qui nous promet de l'accès au débit par satellite pour tout le monde? Elon Musk. Qui est le fondateur de Neuralink, la société qui nous fait des interfaces neuronales? Elon Musk. Qui est le fondateur d'OpenAI, la société qui nous fait ChatGPT? Elon Musk, comme par hasard. Eh ben voilà, je ne vais pas vous faire le coup du complotiste, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de schéma qui se répète avec le « Ah, j'ai une technologie disruptive, génial, on va faire la révolution ». On voit où ça nous a mené, et c'est pas joli. Donc voilà pourquoi il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le problème du gouvernement qui doit légiférer, ce n'est pas le problème des big tech qui doivent, on va dire, mettre des garde-fous par rapport à ça, c'est le problème de tout un chacun. Quand on met des technologies dans les mains des utilisateurs, si ça peut mal se passer, ça se passe mal. Regardez ce qui s'est passé avec ChatGPT, à peine lancé, voilà, on a vu des étudiants qui trichaient dans les examens, tout ça. Si on met des technologies novatrices dans la main des industriels, ça se passe mal aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce scandale avec les derniers téléphones Samsung. Soi-disant, il y a un zoom tellement puissant qu'on peut photographier la Lune avec. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous zoomez, il recrée une image de la Lune, mais vous ne prenez pas la Lune en photo. Voilà, c'est les petits malins. Bref, on a des technologies formidables, mais voilà ce qu'on en fait, c'est quand même extrêmement décevant. Voilà, tout ça pour dire que voilà, des grands pouvoirs requièrent de grandes responsabilités. Si vous voulez la référence de la citation, c'est l'oncle Benny dans Spider-Man qui dit ça. Voilà. Ah, vous vouliez des citations genre Marc Aurèle, Napoléon, Socrate, tout ça. Eh ben non, c'est la crise. Voilà, vous avez un conférencier low cost avec des références low cost. Bref, j'en ai terminé. Je pense que vous avez compris que le débat, il n'était pas que technologique, il était un petit peu plus vaste que ça. Il était surtout sociétal. C'est qu'à partir du moment où on généralise le numérique, que ce soit les pratiques, les usages, les technologies, on est face à des considérations qui dépassent largement, on va dire, la thématique technologique. Ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est un basculement de civilisation. Qu'on le reconnaisse ou non, la 4e industrielle, elle nous mène vers une civilisation numérique dont on ne connaît pas grand-chose, parce que c'est un sujet compliqué et parce que c'est délicat de se projeter. Voilà pourquoi certains gouvernements ont pris les devants, comme le Japon par exemple, qui a lancé une initiative qui s'appelle Society 5.0, où ils essayent de faire un grand débat national sur où sera le Japon en 2040 et à quoi ça peut ressembler la société japonaise en 2040, quand on mélange les humains avec les machines et les intelligences artificielles. C'est un débat qui a commencé également en France avec le programme Société numérique, donc une concertation citoyenne pour essayer de définir les contours d'une société numérique. Sinon, encore une fois, ce qui peut mal se passer se passera mal. Donc, vous pouvez, si vous avez le courage, participer à cette concertation citoyenne. Citons, vous pouvez commencer dès ce soir à discuter autour de vous dans cette table sur, concrètement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique? Où est-ce qu'on en est dans notre transformation digitale? Et comment est-ce qu'on peut essayer de bien faire les choses en repartant des premières étapes pour pouvoir avoir une approche qui soit plus durable, qui soit plus sereine du numérique? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric.